Bienvenue dans un tout nouvel épisode d'En attendant la psy de Jogustine. Je ne promets pas que ce sera l'épisode le plus joyeux parce que dans exactement 48 heures, mon avion décolle. Ainsi là, mon avion décolle pour aller en France. Je vais partir pour un mois, je vais revenir pour une semaine, repartir pour je ne sais combien de temps. Donc, je ne suis pas sereine en ce moment. Et là, en plus, c'est un épisode de bis, donc je vais parler toute seule. Je n'aurai pas quelqu'un en face de moi que je vais essayer d'amuser pendant une heure. Non. Je serai toute seule, il est possible que je déprime dans vos oreilles. Vous allez supporter, non? Supporter, un amour, il faut supporter. En attendant la psy de Jogustine, c'est l'émission de jeux et d'humour pour que tu t'aimes encore. Jingle! Mes psys me manquent énormément, je dois attendre mi-janvier pour leur parler. Les mois les plus sombres de l'année seront passés. Sans aucune psy à qui parler, le soleil se couche à 13h, la neige me prive de vélo, mes doigts me font un mal de chien dès que je fous le nez dehors, j'angoisse à l'idée d'aller en France un mois, sans possibilité de silence ni de solitude, un cauchemar d'INFP, à Noël je vais voir les hommes cisgenres faire preuve de sexisme, nous regarder faire le ménage, préparer les enfants et la bouffe et les vêtements de tout le monde, un cauchemar de féministes, quant aux LGBT-phobies et aux discussions politiques et aux personnes qui vont se plaindre que Joe ne mange pas de la dinde, un cauchemar d'écolo-gauchistes, même s'il me manque énormément, je dois attendre mi-janvier pour leur parler. Elle me manque, mais heureusement, toutes les semaines, j'ai l'occasion de produire une super émission que j'ai créée pour supporter les mois où je dois attendre la psy. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Mettez-vous bien, on va parler, on va improviser des chansons où on va vous passer du bon son, mais surtout, on va respirer. Je suis Jogustine et vous écoutez l'épisode 3 bis d'En attendant la psy sur Choc FM 105.1. J'ai entendu, en fait on dit 105.1, moi je dis 105.1. Et vous savez quoi, je veux même appeler l'émission aussi En attendant la psy, ... de Jogustine. Voilà, les points ça se prononce. J'en finis plus, compter les points. Donc vous m'écoutez soit sur Choc FM 105.1, soit sur youtube.com ou sur vos lecteurs de podcasts préférés. Je vous rappelle le concept de l'émission, une ou un invité franco-ontarien, un thème tiré au hasard et 5 je t'aime, je J-E-U-X. Sauf que ceci est un épisode de bis, donc je vais parler toute seule. Il est possible que je laisse une intelligence artificielle, j'ai nommé Guy Bertrand, GPT pour les intimes, me poser des questions. Le thème de cette émission bis est le thème de l'émission précédente qui avait été tiré par un invité. L'invité était Florian François du Franco Open Mic, de la LIF et du Francomédie. Les Franco-Torontois le connaissent très bien. Florian a tiré le thème... Oui, donc respirer. Respirer. Le thème de cette émission d'En attendant la psy... Respirer. Coïncidence, magie, sorcellerie. Je vous dis que, lors du tout premier épisode d'En attendant la psy de Jogustine, l'invité c'était Serge. Le tempo était déjà rempli de plusieurs thèmes donnés par le public du Francomédie, plateau d'humoristes francophones à Toronto, créé par ce même Serge. Il y avait dans ce tempo une vingtaine de post-it qui portaient chacun un thème. À la fin de ce premier épisode, j'ai demandé à Serge de me donner 3 thèmes. Il m'a donné un verbe, un objet et un lieu. Si vous avez écouté toutes les émissions précédentes d'En attendant la psy, vous savez que le deuxième invité, qui était Miguel, est tombé sur le lieu choisi par Serge. Le troisième invité, qui était Florian, est tombé parmi la vingtaine de post-it là. Waouh, vingtaine de post-it plus 3. Troisième invité, Florian, tombe sur quoi? Le verbe choisi par Serge. Sorcellerie. Quatrième invité, je vous disais déjà, qui est une personne humaine, tombe sur quoi? Dans le tempo, où on a rajouté 3 plus 4, que je mélange. Elle est tombée sur l'objet choisi par Serge. Donc pour savoir quel sera le thème du prochain épisode, je vous laisse réécouter l'épisode Serge qui glousse n'avale pas mouche, l'épisode pilote de notre émission. Donc le thème de l'épisode d'aujourd'hui c'est respirer. Avec ça, on va jouer à 5 je t'aime. Le premier je t'aime d'En attendant la psy s'appelle les connecteurs logiques. Ma façon à moi de jouer au je t'aime numéro 1 pour les épisodes de bis, c'est que je prends le premier thème et je donne le premier mot qui me vient à l'esprit
à partir du premier thème. Ensuite, le premier mot qui me vient à l'esprit à partir de ce premier mot qui me vient à l'esprit à partir du premier thème, etc., etc. Et j'essaie de m'arrêter à environ 10. Donc, je vais jouer toute seule, maintenant, au jeu thème numéro 1, qui s'appelle les connecteurs logiques. Le thème de cet épisode étant respirer, je vais vous donner le premier mot qui me vient à l'esprit quand j'entends respirer. Respirer, poumon. Poumon. Ah, comment il s'appelle le chanteur de la Star Academy qui est mort de la mucoviscidose? Poumon, mucoviscidose. Mucoviscidose, maladie rare. Maladie rare, intelligence artificielle. Intelligence artificielle, Guy Bertrand. Guy Bertrand, mon père. Mon père. Oh là là, qui m'a emmené là-bas? Voilà, tout de suite, je pense à Histoire pour dormir. Histoire pour dormir, Cuiristan. J'aurais dû dire Cuiristan, mais c'est Cuiristan qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Cuiristan, confinement. Confinement, survie. Survie, victoire. Je sais pas si ça fait environ 10, mais je vais m'arrêter là. C'est la fin du jeu thème numéro 1. On passe au jeu thème numéro 2. Et je pense que je vais vous balancer le son de ce chanteur de la Star Academy. Au début des années 2000, j'étais au lycée à Toulouse. Tous les vendredis, quand on rentrait de l'internat, ce qui passait à la télé, c'était la Star Academy. J'aime pas du tout la télé-réalité, mais la personne avec qui j'étais au lycée adorait la Star Academy. Donc, elle mettait la télé. Et moi, j'avais repéré ce gars-là. J'aimais son côté. Il avait un visage assez gender fluid et il avait une voix magnifique. Il était gravement malade. Et ma tante, qui est médecin urgentiste à Toulouse, elle disait que impossible qu'il ait cette voix-là, s'il a vraiment cette maladie-là. Et en fait, il est décédé de cette maladie. Il avait quand même eu cette voix-là. Et voilà, je vous balance sa chanson. Je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Du crépuscule jusqu'au matin. De temps en temps, je pense à tort que pas de larmes, c'est être fort. Au fond, ce que j'attends, c'est voir le bout de nos efforts. Que l'amour soit là encore. Je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Le jeu thème numéro 2 d'En attendant l'abscisse s'appelle le présent du suggestif. Et dans le présent du suggestif, je vous parle du thème de l'épisode qui est respirer dans l'actualité de ma personne. En ce moment, je prépare un long voyage. Je suis pensé, je l'ai remonté assis, vous entendez? Aïe ouais. Oh là là. La raison pour laquelle je m'en vais en France en décembre, c'est parce que ma nièce est née en décembre. Sa petite sœur est aussi née en décembre, mais ma nièce va fêter ses 10 ans ce décembre. Et à moins d'être morte ou hospitalisée ou en prison, enfin, rien ne justifie que je ne sois pas présente lors de ses 10 ans. Donc j'y vais pour la célébrer et lui montrer mon amour. Vu que mon langage d'amour principal, c'est le temps de qualité, je suis présente dans ta vie pour te montrer que je t'aime. Le problème, c'est que je ne vois pas comment je vais respirer en étant en France. Ça fait plusieurs semaines que j'angoisse à l'idée de ce voyage. Ça fait plusieurs semaines que j'ai des douleurs à la poitrine qui se sont avérées être des douleurs d'estomac, mais qui ressemblent à des douleurs cardiaques. Ça me fait très mal, tout simplement parce que l'idée de quitter Toronto, même pas Toronto, l'idée de quitter ma chambre, l'idée de quitter ma bulle, mon peace and quiet, pour aller dans un monde qui pour moi est en dehors des domiciles des personnes que j'aime et à qui je vais rendre visite, il y a le reste de la France. Et le reste de la France, pour moi, est anxiogène. Il est islamophobe, il est LGBT-phobe. Les Français sont assez violents dans même la façon de s'adresser à des inconnus dans la rue. Je les trouve assez agressifs. La région parisienne est stressante. Les transports en commun, même si je n'ai jamais autant aimé la RATP que depuis que j'ai déménagé à Toronto. La RATP, c'est la Société des transports en commun de l'Île-de-France. L'euro m'angoisse parce que maintenant que je réfléchis en dollars canadiens, je me demande, mais oh là là, tout va coûter tellement cher. J'arrive pas à voir le positif que sont, par exemple, je vais voir mon neveu pour la première fois, je vais très probablement le kidnapper, et je pense qu'il va suffire dans mon bagage à main, donc je vais le cacher là. Je vais voir tout le reste de la famille.
tous ces autres que j'ai l'habitude de voir par écran interposé. Je vais célébrer le fait qu'on soit en vie ensemble en cette fin d'année. J'arrive pas encore à visualiser ces avantages-là, ces points positifs, et à faire en sorte qu'ils prédominent dans ma psyché comme voici ce qui t'attend, le bon. Je vois beaucoup de voici ce qui t'attend. Ce sera le fait que tu n'auras pas ta propre chambre. Et même si tu as ta propre chambre, ce sera dans un endroit où il y a des enfants. Il y aura toujours des enfants. Je ne peux pas ne pas proposer mon aide quand il y a des enfants quelque part. Parce que voilà, les enfants, c'est épuisant. Vu que je suis là, autant aider à s'en occuper. Et quand il y a des enfants, ça veut dire, par exemple, mon iPad. Vous savez ce qu'il y a dedans? Il y a des yaoi. Je vais sur yaoimangaonline.com. Là-bas, il y a ce que j'ai appris dans l'épisode numéro 3 dans la psy. Les tailles des graines, les tailles des graines là-bas sont immenses. Donc, je ne peux pas transporter mon iPad ni lire mes yaoi comme d'habitude quand je serai en France en présence d'enfants. Je ne veux traumatiser aucun enfant qui passera par là. En fait, je suis tellement habitué à être dans ma bulle, soit dans ma bulle seule, soit avec des adultes. Je n'ai pas de censure à faire dans mon langage ni dans mes lectures, voilà. Il y a énormément de choses que je vis au quotidien qui ne sont pas adaptées aux enfants. Et donc, c'est cette adaptation-là, même sans avoir à ouvrir l'iPad. Hein. La dernière fois, j'avais mon iPhone. Oui, je fais la publicité d'Apple. La dernière fois, j'avais mon iPhone. Je l'ai mis à la charge et je l'ai posé par terre. La prise est près du sol. Voilà, c'est là que je l'ai posé. Ma nièce, et donc voilà, elle avait 1 an. Elle prend mon iPhone, elle tape ça par terre, pam. Et c'est la faute de qui? C'est ma faute. Parce qu'en fait, quand il y a un enfant dans la maison, en fait, tu ne peux rien mettre à portée de l'enfant. Tu dois tout mettre à 6 feet above the ground. Tout doit être accroché au plafond. Je retrouvais mes affaires dans la poubelle. C'est l'enfant qui prend tes affaires, qui va mettre à la poubelle. Elle jette les choses. C'est le bébé. En fait, il y a tout ce stress d'avoir à m'adapter au fait de vivre avec des enfants. De vivre avec d'autres personnes, c'est-à-dire, je peux plus m'enfermer toute la journée. M'enfermer toute la journée dans ma chambre, c'est mon mode de vie. C'est comme ça que je travaille. Et ma chambre, je l'appelle le Myriobibblion. Myriobiblos, c'est le nom de mon iPad, vu que c'est là que je lis. Il n'y a que des livres dessus. Et le Myriobibblion, c'est cet espace rempli de livres, de CD, de vinyles, où je m'isole, où j'écris, où je fais en attendant la psy, et où je recharge ma batterie sociale parce que elle s'épuise très vite. Alors quand tu habites avec les gens, tu ne peux plus t'isoler comme ça pour lire toute la journée. Enfin, tu dois sortir, quoi. C'est la moindre des choses. Tu dois dire au moins bonjour, partager le petit déjeuner, revenir pour aider à la cuisine, aider à dresser la table. Tu dois participer à la vie de la maison. T'es pas à l'hôtel. Voilà. T'es pas à l'hôtel. Il y a aussi ce fait-là de ne pas être à l'hôtel. Le fait d'avoir à réfléchir à chaque fois où est-ce que je vais dormir cette nuit, où est-ce que je vais dormir le lendemain, etc. À Toronto, j'ai pas cette question-là. Je paye mon loyer, je sais où je vais dormir. J'ai même hâte d'y retourner. Donc, moi, respirer en ce moment, c'est pouvoir souffler du monde. Ah. À l'épisode de Miguel, on parlait de Sulo. Sulo, pour lui, c'était l'endroit où on se coupe du monde. Et voilà, j'ai l'impression que cet endroit où je me coupe du monde, c'est dans ma chambre. C'est dans ma chambre, je me sens tellement bien. C'est mon endroit préféré sur Terre maintenant. Je m'y sens si bien. Et c'est ici que je me sens souffler. Et là, j'ai l'impression que depuis quelque temps, surtout qu'on se rapproche du voyage qui est dans moins de 48 heures maintenant, je lis au maximum. J'ai décidé de ne pas voyager avec mon iPad. Aussi, non seulement parce qu'il y a les enfants, mais en plus parce que moi, je fais pas confiance à la France. Pour moi, la France, c'est un pays dangereux. On va me le voler. Ces derniers temps, je passe des heures sur mon iPad à lire un maximum. Je passe des heures dans ma chambre. Je ne veux plus voir personne parce que je veux passer 1 mois à voir des gens tous les jours. Tous les jours. En fait, je suppose que la majorité d'entre vous qui m'écoutez, vous avez l'habitude de voir des gens tous les jours et vous ne voyez pas le problème. La vie que j'ai choisie, ce n'est pas une vie de famille. C'est une vie où je vis seul, où j'ai mon peace and quiet. Et la façon dont je fleuris, c'est dans la solitude et le silence. Quand je sors de ma bulle, c'est pour monter sur scène, c'est pour parler à un public. C'est pas pour faire la fête, c'est pour aller au théâtre. Je ne parle à personne, je suis toujours dans ma bulle avec l'art qui est devant moi. C'est pour aller à des projections de courts-métrages LGBT. Demain, je vais voir une comédie musicale, Titanic. C'est pour faire des promenades avec une seule personne ou maximum 2. Où on va parler, on va avoir des discussions profondes. Ce n'est pas pour avoir le bruit de maman. Non, ce n'est pas la vie que j'ai choisie. Ça, c'est la vie que vous avez choisie. Ce n'est pas la vie que j'ai choisie.
Et je vais vivre cette vie-là tous les jours. Je suis pas sereine à l'idée d'y aller. Donc là, j'ai l'impression que dans l'attente de cette période longue et inconfortable pour l'introvertie casanière que je suis, qui aime son silence, j'ai l'impression que tous ces derniers temps, j'étais en train de prendre une grande bouffée d'air, emmagasiner l'air, respirer au possible, prendre mon souffle, et que pendant un mois, je serai en apnée. Ça se trouve, je vais m'acclimater à tout ce bruit. Qui sait? I don't know. Peut-être que tout cet amour que je vais recevoir va compenser. On verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. Donc voilà. Ça, c'est le jeu thème numéro 1, le présent du suggestif. Voici mon présent. Je prends une grande inspiration pour pouvoir me préparer à aller sous l'eau dans la France qui m'attend. C'est la fin du jeu thème numéro 2, c'est donc l'heure de la pub. On se retrouve dans un instant pour le jeu thème numéro 3, l'impératif du fictif. Vous écoutez En attendant la psy de Jogustine, je suis Jogustine. On est dans un épisode bis, c'est l'épisode 3 bis, donc je reviens sur le thème tiré par le troisième invité, qui était Florian, et qui a tiré le thème respirer. Le jeu thème numéro 3 s'appelle l'impératif du fictif. Et dans ce jeu thème, je dois vous parler d'une œuvre d'art visuel ou de fiction que m'évoque le thème respirer. Quand je pense à respirer, je n'ai pas pensé avant. Pour vous dire que je suis en train de préparer mon voyage, je ne suis pas en train de préparer cette émission. Respirer me fait penser à... Là tout de suite je pense à si il faut souffrir pour être française. Placement de produit. Déjà, c'est de l'autofiction. Ah, si, il faut souffrir pour être française. J'ai écrit ce roman à partir d'interviews de vraies personnes. L'une de ces conversations qu'on retrouve dans le livre a vraiment eu lieu. Il s'agit d'une conversation que j'ai eue avec ma cousine après nous avons demandé au même moment la citoyenneté, enfin la nationalité française. Et quand on demande la nationalité française, il y a une entrevue avec la police à un moment. Et la police va te poser des questions hautement racistes. Et on a discuté de ces questions-là. Là, je lis « Ah si, il faut souffrir pour être française » à la page 96. Père Castor, raconte-nous une histoire. De mars à septembre 2010, j'effectuais un stage à Paris au service marketing de France Télécom. Voilà plus d'1 an que j'avais déposé ma demande de naturalisation et que je restais sans nouvelles de la terre ou du ciel. Ma cousine Diva, de 5 mois ma cadette, était arrivée en France à seulement 13 ans et habitait alors dans les vallées aristocrates des Yvelines où l'herbe était toujours plus verte. Entre parenthèses, grandir au milieu des riches, c'est un plus ça, non? À quelques 2 mois d'écart, nous avons déposé notre demande de naturalisation à la préfecture de Versailles en 2009. Moi, étudiante en école de commerce, elle, étudiante en biologie industrielle. Nous avons été convoqués à la même DDSP, Direction départementale sécurité publique, à Viroflay, qui devait mener une enquête sur nous et aller à la chasse aux squelettes dans nos placards. C'était une simple formalité, ça faisait partie de la procédure, nous avions été prévenus. C'est pourquoi, avant de demander la nationalité française, nous nous étions abstenus d'intégrer des trafics de prostitution juvénile. Nous avions entendu dire que ça compliquerait les choses pour nos papiers plus tard. Lors de l'entretien avec la police, il s'est trouvé qu'on nous a posé, à Diva et à moi, la même question. Vos fréquentations en France, elles sont plutôt africaines ou françaises? Tu as répondu française, j'espère, m'avait alors demandé Diva. Elle ne me connaissait que trop bien. Elle savait que ce genre de questions n'avait aucun mal à me révolter. Je lui avais renvoyé. Toi, tu as répondu quoi? Oh, l'enfant de Lama, tu n'as pas dit française. Toi, là, tu cherches le compliqué. Tu ne pouvais pas te contenter de dire la bonne réponse. D'une part, je ne savais pas ce que l'officier de police entendait par française. S'agissait-il d'une nationalité ou d'une race? D'autre part, je ne voyais pas en quoi le fait d'avoir un entourage majoritairement blanc était une bonne réponse. Mon ami Adrien était né et avait grandi à Paris. Et 12 ans après notre rencontre, je restais sa seule amie noire. Qu'est-ce que cela révélait au sujet d'Adrien? Qu'il était digne d'être français ou qu'il ne prenait jamais le métro? Diva rongeait son frein. Elle voulait absolument connaître ma réponse à l'officier de police. Je l'ai soulagé de ses souffrances, sans toutefois me priver du plaisir d'une solennelle introduction. Entre parenthèses, personne n'aime mes solennelles introductions. Fermez la parenthèse.
Je me suis souvenu d'une chose que ma prof d'économie disait lorsque j'étais en prépa. C'était un bout de femme quinquagénaire, féministe et socialiste, chevronnée aux cheveux courts, haute comme 3 pommes, qui enseignait l'urbanisme à l'Institut d'études politiques de Paris. Il existe selon elle une réponse pratiquement universelle qui répond de façon juste à presque toutes les questions. Cette prof nous recommandait de toujours garder cette réponse en mémoire à chaque fois qu'on nous pose une question dont on croit ou non connaître la réponse. La réponse à toutes les questions, selon elle, c'est « ça dépend ». Tu as répondu « ça dépend ». Mais ça dépend, non? Je lui ai expliqué que sur le campus d'HEC, mes fréquentations étaient internationales. J'avais des amis allemands, japonais, états-uniens, je partageais la douche avec une espagnole. Lorsque je rejoins ma famille, qu'elle soit à Toulouse ou en Île-de-France, je suis principalement entouré de Camerounais. Lorsque je revois mes camarades de lycée ou de prépa, ce sont surtout des Français blancs. Donc ça dépend. Diva a secoué la tête lentement, comme pour me dire que j'étais incorrigible. Elle m'a dit que les policiers l'avaient beaucoup appréciée, qu'ils lui ont dit que ça se voyait qu'elle était entourée de Français, qu'ils lui ont dit qu'elle, je cite, respirait la France. Fin de citation. Donc moi je ne respire pas la France quoi. Ai-je rétorqué abruptement. Père Castor, raconte-nous une histoire. Ah c'est marrant, parce que j'ai pas du tout préparé ce passage. Comme j'ai dit, j'ai pas du tout préparé ces je t'aime pour cet épisode. Mais ce qui est marrant, c'est que l'épisode 3, avec Florian, j'ai évoqué cette prof qui m'avait appris à dire ça dépend. Et pendant tout l'épisode 3, Florian répond à toutes mes questions par ça dépend. L'œuvre de fiction à laquelle je pense quand j'entends respirer, la première qui m'est venue en tête, c'est une œuvre que j'ai écrite sur le vécu des femmes non blanches en France. Est-ce qu'il y a une autre œuvre à laquelle je pense quand j'entends respirer? Je pense à La mauvaise haleine dans La cité de la peur, quand on te propose un chewing-gum. Vous voulez un chewing-gum? Oh non, merci. Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. Est-ce que tu as mauvaise haleine? Ah du coup, quand je pense à mauvaise haleine, je pense à un épisode de H, la série H, avec ce docteur ou cet infirmier qui a très mauvaise haleine. Et personne n'ose lui dire. L'important, c'est qu'il garde le strapping et qu'il évite tout contact avec l'eau. Oui, mais attendez, ne me parlez pas si près, d'accord? Ça fait complot, puis ça angoisse le patient, vous voyez? Ça va, c'est pas trop serré comme ça? Merci. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dirait que je l'ai fait fuir. C'est le troisième qui part au courant comme ça, je sais pas, je sens mauvais ou quoi? C'est marrant que vous parliez d'odeur, là. Parce que justement, des fois, on se rend pas bien compte, hein. On croit pas que c'est... Enfin, voyez, même quand on souffle comme ça dans sa main, hein, on fait ça, puis on se rend pas bien compte que c'est... Enfin, on croit pas que c'est ce... Vous voyez? Je comprends pas. Plus simple. Prenez les 3 petits cochons. Ben, le loup, hein, quand il souffle sur la maison de Nouf Nouf, hein, Oui. C'est bien Nouf Nouf le 3e. Eh bien Nouf Nouf, il continue de détourner la tête alors que sa maison elle est détruite. Et ben là c'est pareil, c'est comme le patient. Vous seriez le loup et le patient ça serait Nouf Nouf, voilà, je l'ai dit. Oh, mais je comprends rien à votre histoire. Bon, laissez tomber. Un chewing-gum alors. Un tic-tac, allez. Respirer me fait aussi penser à... Ça me fait penser à un tableau. Oh, comment s'appelle ce tableau-là? C'est un tableau de l'ère romantique. C'est un tableau très connu. C'est un homme, un Anglais, je pense, qui est au bord d'une falaise. Il est très très bien habillé. Je crois qu'il a un chapeau, une canne, il a la main sur la hanche. Et on le voit de dos, face au vide, en fait. Ça montre l'immensité de la nature. Et c'est pour ça que j'adore le romantisme. Hein. C'est la fuite du temps, la vanité de la vie, l'immensité de la nature et la petitesse de l'homme. L'être humain n'est rien face à la nature. Et ce sont des valeurs qui me parlent énormément. Les valeurs de cette ère-là. Attends, je demande à GPT. Guy Bertrand, comment s'appelle cette peinture célèbre de l'art romantique où un homme bien vêtu est vu de dos au bord d'une falaise face à l'immensité de la nature? Cette peinture célèbre s'appelle Le voyageur contemplant une mer de nuages
Der Wanderer über dem Nebelmeer en allemand. Elle a été réalisée en 1818 par le peintre romantique allemand Caspar Friedrich, voilà, c'est Friedrich. Oh, Caspar David Friedrich. Elle incarne parfaitement l'esthétique romantique, mettant en avant la petitesse de l'homme face à la grandeur et à la puissance de la nature. Et je pense que j'avais jamais connu le nom de l'œuvre parce que le voyageur contemplant une mer de nuages ne me dit rien. Merci Guy Bertrand. J'imagine que on doit bien respirer quand on est devant cette mer de nuages. Vous ne risquez jamais de me voir à l'endroit où ce voyageur se trouve. Non, jamais. Jamais. En haut d'une montagne, au bord d'une falaise, jamais. Nope. Du coup, ça me fait aussi penser à un poème que j'ai écrit, qui est disponible sur Spotify, etc. J'ai un autre balado qui s'appelle Make It Like Poetry, où je partage des poèmes en français et en anglais. Il n'a pas énormément de succès, ce podcast, mais au moins c'est là. Comme ça, au moins si je disparais, mes créations sont là. Moi, je vous dis, mettez vos créations à la disposition du monde entier. Vous ne savez jamais quelle personne ça peut toucher. Ne gardez pas les choses dans vos myriobiblions. Ce poème s'appelle Forêt, et respirer me fait penser à ce poème parce que l'air le plus pur que j'ai jamais respiré, c'est l'air du village de mon père au Cameroun. Mon père a grandi dans la forêt équatoriale. Et dans ce poème, je pense que je dis, si tu as un cancer et que tu respires cet air, tu guéris. Enfin bref, l'air est tellement pur que ça te guérit. Bref, je vous le passe. Forêt. Au village, chez papa, qui est censé être chez moi, c'est la forêt équatoriale. Quand on se réveille le matin, on est accueilli par une vue qui rend heureux d'être en vie. L'air qu'on y respire y est pur. Si tu as un cancer, tu guéris. Ce qu'on entend, c'est nature. Des chants d'oiseaux qu'on ne voit pas. On entend les refrains des insectes, on perçoit le silence du temps. On est heureux, mais presque triste. On sait que rien ne dure longtemps. La forêt s'étend à perte de vue. On la regarde vis-à-vis vert. Mais depuis peu, on la détruit. Des bruits de bulldozer nous réveillent. J'avais évoqué une anecdote dans l'épisode avec Miguel, l'épisode 2, d'En attendant la psy, sur le thème de sous l'eau. Comment, dans un jeu à la piscine de l'hôtel Sawa avec une petite fille, et on jouait à Alerte à Malibu, la fille essayait de me noyer, elle me plongeait la tête sous l'eau. Et il me semble que c'est comme ça que dans Suite française d'Irène Nemirovsky, un personnage principal décède. Le personnage, c'est un prêtre qui s'occupe des enfants. Donc, Suite française d'Irène Nemirovsky raconte l'exode pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'exode des Français, je crois, à Paris. Suite française montre en fait la façon dont plusieurs familles qui vivaient leur vie réalisent qu'en fait, si elles restent à la maison, elles peuvent mourir, qu'il y aura la guerre. Et ce prêtre-là aide les enfants à continuer d'être enfants malgré cette réalité effrayante, indicible, inconcevable. Et il est tellement gentil avec ces enfants-là. Je ne sais pas si ces enfants vont chercher à le noyer, mais j'ai l'impression que, il y a très longtemps que j'ai lu ce livre, il y a plus de 10 ans, mais j'ai l'impression que sa façon à lui de mourir, il va être tué par ses enfants dans un jeu. Il ne sera pas en train de jouer avec les enfants, ses enfants vont décider d'être violents. C'est là que tu vois. Gratuitement. Donc imagine un monde qui est devenu un monde de violence gratuite où la mort attend n'importe qui, c'est la guerre. Et tous ces enfants vont devenir extrêmement violents gratuitement. Pour s'amuser, ils vont décider de tuer cet adulte qui les encadre. Et je vois un ruisseau et je pense qu'ils vont non seulement le noyer, mais je lui ai envoyé des pierres. Je vous aurais bien lu un extrait. J'ai lu le bouquin là quelque part, mais je suis pas sûre que je vais le retrouver. Attends, laissez-moi quand même. Qui c'est? On va essayer. One eternity later. Ce livre, quand je l'avais lu, je l'ai considéré comme l'un de mes livres préférés, voire mon livre préféré. Maintenant, j'ai complètement oublié ce qu'il y a dedans. Oh. Comment s'appelle le personnage du prêtre dans Suite française d'Irène Nemirovsky? Et comment meurt-il? Le personnage du prêtre dans Suite française d'Irène Nemirovsky s'appelle le curé Pérican. Il meurt tragiquement lorsqu'il est assassiné par des enfants délinquants qui l'accompagnaient en fuite après l'exode. Ces enfants, insensibles à ses efforts pour les guider et les protéger, le battent à mort dans un accès de violence. Une scène brutale illustre la dégradation morale et l'inhumanité qui émergent dans le chaos de la guerre. Ah tiens, j'étais persuadée que ces enfants le noyaient. C'est bizarre. Le curé Pérican.
Merci Guy Bertrand. J'ai oublié de te dire merci. 2,000 years later. Ah, j'ai trouvé la scène. Ok, c'est le chapitre 25 à la page 211 dans Folio. Ah, d'ailleurs, ce livre a remporté le prix Renaudot 2004. Père Castor, raconte-nous une histoire. Le parc n'était entouré que d'une clôture de fils de fer. Ils la franchirent aisément. N'oubliez pas, dit Philippe en riant. Philippe, c'est le curé. N'oubliez pas, dit Philippe en riant, que je vous donne l'exemple d'une effraction. Aussi, je réclame de vous le respect le plus absolu de cette propriété. Pas une branche cassée, pas un journal oublié dans l'herbe, pas une boîte de conserve vide. Entendu, hein? Si vous êtes sage, je vous permettrai de vous baigner dans l'étang demain. L'herbe était si haute qu'elle montait jusqu'à leurs genoux. Ils écrasaient les fleurs. Philippe leur montra les fleurs de la Vierge, étoile à 6 pétales blancs, et celle de Saint-Joseph d'un lilas léger, presque rose. « Est-ce qu'on peut les prendre, monsieur ?»« Oui, celles-là tant que vous voudrez. Il ne faut qu'un peu de pluie et de soleil pour les faire germer. Voici ce qui a coûté beaucoup de soins et de peine, dit-il en désignant les massifs plantés autour du château. Un des garçons, debout à côté de lui, leva sa petite figure carrée, pâle, aux os saillants vers les grandes fenêtres closes. « Il doit y en avoir des choses là-dedans. » Il avait parlé bas, mais avec une sourde âpreté qui troubla le prêtre. Comme il ne répondait pas, le gamin insista. « N'est-ce pas, monsieur le curé, qu'il doit y en avoir des choses ?»« Nous, on n'a jamais vu de maison comme ça, » fit un autre. « Sans doute, il y a de très belles choses, des meubles, des tableaux, des statues, mais beaucoup de ces châtelains sont ruinés, et vous seriez peut-être déçus si vous vous imaginez voir des merveilles, » répondit gaiement Philippe. Ce qui vous intéresse le plus, je suppose, ce sont les provisions. Les gens de ce pays me semblent prévoyants. Ils doivent avoir tout emporté. D'ailleurs, comme de toute façon, nous n'aurions pas pu y toucher car cela ne nous appartient pas, il vaut mieux ne pas y penser et se débrouiller avec ce que nous avons. Je vais former 3 équipes. La première ramassera le bois mort. La seconde puisera de l'eau. La troisième préparera les gamelles. Sous sa direction, ils travaillèrent vite et bien. Un grand feu fut allumé sur les rives de l'étang. Ils mangèrent, ils burent, ils cueillirent des fraises des bois. Philippe voulut organiser des jeux, mais les enfants jouaient d'un air morne et contraint. Sans cris, sans rire. L'étang ne brillait plus au soleil, mais luisait faiblement. Ah ah, il y a un étang. L'étang ne brillait plus au soleil, mais luisait faiblement, et on entendait les grenouilles crier sur ses bords. Le feu éclairait les garçons immobiles, roulés dans leur couverture. « Vous voulez dormir ?» Personne ne répondit. « Vous n'avez pas froid, n'est-ce pas ?» Encore un silence. « Ils ne sont pourtant pas tous endormis, » songea le prêtre. Il se leva et marcha entre les rangs. Parfois il se baissait, couvrait un corps plus maigre, plus fluet que les autres, un crâne aux cheveux plats, aux oreilles décollées. Leurs yeux étaient fermés. Ils faisaient semblant de dormir où réellement le sommeil s'était emparé d'eux. Philippe revint lire son bréviaire près de la flamme. Par moments, il levait les yeux et regardait les reflets de l'eau. Ces instants de méditation muette le reposaient de toutes ses fatigues, le payaient de toutes ses peines. De nouveau l'amour pénétrait dans son cœur, comme la pluie dans une terre aride, d'abord goutte à goutte, se frayant difficilement un chemin entre les cailloux, puis en un long ruissellement pressé ayant retrouvé le cœur. Pauvres enfants, l'un d'eux rêvait et en songe il exhalait une longue plainte monotone. Le prêtre éleva la main dans l'ombre, les bénit, murmura une prière. « Pater amat vos » chuchota-t-il. Il aimait à le dire à ses enfants du catéchisme lorsqu'il les exhortait à la pénitence, à la résignation, à la prière. Le Père vous aime. Comment avait-il pu croire que la grâce leur manquait à ces malheureux? Ils seraient peut-être moins aimés qu'eux, il le prêtre. Traités avec moins d'indulgence, moins de tendresse divine que le moindre, le plus déchu de ceux-là. Ô Jésus, pardonne-moi. C'était un mouvement d'orgueil, c'était un piège du démon. Que suis-je? Moins que rien de la poussière sous tes pieds adorables, Seigneur. Oui, sans nul doute, moi que tu as aimé, protégé dès l'enfance, conduit vers toi. Que n'es-tu en droit de demander? Mais ces enfants, les uns seront élus, les autres, les saints les rachèteront. Oui, tout est bien, tout est bon, tout est grâce. Jésus, pardonne-moi ma tristesse. L'eau palpitait doucement.
La nuit était solennelle et tranquille. Cette présence hors de laquelle il n'eût pas pu vivre, ce souffle avec S majuscule, ce regard avec R majuscule, était sur lui dans l'ombre. Un enfant couché dans les ténèbres, pressé sur le cœur de sa mère, n'a pas besoin de lumière pour reconnaître ses traits chéris, ses mains, ses bagues. Il rit même tout bas de plaisir. Jésus, tu es là, te voici de nouveau, reste près de moi, ami adorable. Une longue flamme rose vive jaillit d'une bûche noire. Il était tard. La lune se levait, mais il n'avait pas sommeil. Il prit une couverture, s'étendit dans l'herbe, il demeurait couché, les yeux grands ouverts, sentant près de sa joue le frôlement d'une fleur. Pas un bruit sur ce coin de terre. Il n'entendit pas. Il ne vit rien. Il perçut par une sorte de sixième sens la course silencieuse de deux garçons qui s'enfuyaient vers le château. Ce fut si rapide que tout d'abord il crut avoir rêvé. Il ne voulut pas appeler, ni donner ainsi l'éveil aux autres gamins endormis. Il se leva, vérifia sa soutane où demeuraient collés des brins d'herbe et des pétales de fleurs, et il se dirigea lui aussi vers le château. Le gazon épais étouffait les pas. Il se souvint maintenant qu'à une des fenêtres, il avait bien remarqué un volet mal clos, entrebâillé. Oui, il ne s'était pas trompé. La lune éclairait la façade. Un des garçons poussait, forçait le volet. Philippe n'eut pas le temps de crier, de les arrêter. Déjà une pierre brisait la vitre. Des éclats retombèrent. Les gamins d'un bond de chat disparurent à l'intérieur. « Ah, garnement, je vais vous aider, moi !» s'exclama Philippe. Retroussant sa soutane jusqu'aux genoux, il prit le même chemin qu'eux, se trouva dans un salon aux meubles garnis de housses, au grand parquet froid, brillant. Il tâtonna quelques instants avant de trouver l'électricité. Quand il eut allumé, il ne vit personne. Il hésita, regarda autour de lui. Les garçons s'étaient cachés ou avaient fui. Ces canapés, ce piano, ces bergères recouvertes de housses aux plis flottants, ces rideaux de perse à fleurs aux fenêtres étaient autant de cachettes. Il s'avança sous une embrasure profonde, car les tentures avaient bougé. Il les écarta brusquement. Un des garçons était là, un des plus âgés, presque un homme avec une figure noirâtre, d'assez beaux yeux, un front bas, une lourde mâchoire. « Qu'est-ce que vous êtes venu faire là ?» dit le prêtre. Page 222. Il entendit du bruit derrière lui et se retourna. Un autre garçon était dans la pièce, exactement derrière son dos. Il pouvait avoir 17 ou 18 ans lui aussi. Il avait des lèvres serrées, méprisantes, dans un visage jaune. On eût dit que la bête était injectée sous la peau. Il était sur ses gardes, mais ils furent trop rapides pour lui. En un instant, il s'était élancé. L'un le renversant d'un croc en jambe, l'autre le saisissant à la gorge. Mais Philippe, silencieusement, efficacement, se débattait. Il put attraper un des garçons par le collet, resserrant si bien son étreinte que celui-ci dut lâcher prise. Au mouvement qu'il fit pour se dégager, quelque chose tomba de ses poches et roula à terre. C'était de l'argent. « Mes compliments, tu es allé vite !» dit Philippe, à demi suffoqué, assis sur le plancher, songeant. « Avant tout, ne rien prendre au tragique, les faire sortir d'ici, et ils me suivront comme des petits chiens. Demain, on verra. »« Ça suffit, hein? Assez de bêtises comme ça, filez !» À peine avait-il prononcé ces mots que de nouveau il se jetait sur lui d'un bond silencieux, sauvage et désespéré. L'un d'eux le mordit, le sang jaillit. « Mais là, ils vont me tuer !» se dit Philippe, avec une sorte de stupeur. Ils s'accrochaient à lui comme des loups. Il ne voulait pas leur faire de mal, mais il était forcé de se défendre à coups de poing, à coups de pied. Il les repoussait et eux revenaient à la charge avec plus d'acharnement encore. Ayant perdu tout trait humain, des démons, des bêtes, Philippe aurait été le plus fort malgré tout. Mais il reçut un meuble à la tête, un guéridon aux pieds de bronze. Il tomba et en tombant entendit un des garçons courir à la fenêtre et lancer un coup de sifflet. Du reste, il ne vit rien, ni les 28 adolescents brusquement réveillés, traversant la pelouse au pas de course, escaladant la fenêtre, ni la ruée vers les meubles fragiles qu'on éventrait, qu'on pillait, qu'on jetait par la fenêtre. Ils étaient ivres, ils dansaient autour du prêtre étendu, ils chantaient et criaient. Un tout petit, à la figure de fille, sautait à pieds joints sur un sofa qui gémissait de tous ses vieux ressorts. Les plus âgés avaient découvert une cave à liqueur. Ils la traînèrent dans le salon, la poussant devant eux à coups de pied. Quand ils l'ouvrirent, ils virent qu'elle était vide.
Mais ils n'avaient pas besoin de vin pour être gris. Le carnage lui-même était suffisant pour eux. Ils en ressentaient un effroyable bonheur. Ils traînèrent Philippe par les pieds hors du château, le hissant par la fenêtre, le faisant lourdement retomber sur la pelouse. Arrivés au bord de l'étang, ils s'emparèrent de lui, le balancèrent comme un paquet. « Oh, hisse, à mort !» criaient-ils de leurs voix rauques, châtrées, dont quelques-unes avaient encore le timbre des voix enfantines. Mais quand il tomba à l'eau, il n'était pas mort encore. Un instant de conservation ou un dernier sursaut de courage le retint au bord. Il tenait à deux mains une branche d'arbre et s'efforçait de soulever sa tête hors de l'étang. Sa figure meurtrie à coups de poing et de talons était cramoisie, enflée, grotesque et terrible. Ils lui jetèrent des pierres. Oh, j'avais dit non. Ils lui jetèrent des pierres. Il tint bon d'abord, se cramponnant de toutes ses forces à la branche qui oscillait, craquait, cédait. Il essaya d'atteindre l'autre rive, mais les pierres pleuvaient sur lui. Enfin, il leva les deux bras, les mit devant son visage, et les garçons le virent s'enfoncer tout droit dans sa soutane noire. Il ne s'était pas noyé. Il avait été pris par la vase. Ce fut ainsi qu'il mourut, dans l'eau jusqu'à la ceinture, la tête rejetée en arrière, l'œil crevé par une pierre. Père Castor, raconte-nous une histoire. Suite française d'Irène Nemirovsky. Un délice ce livre, c'est incroyable. Il est gros, moi j'adore les gros livres comme ça. Pour les gens qui ne l'ont pas lu, je ne sais pas si vous comptez le lire, mais si vous comptez le lire, je vous ai préservé la stupeur, le choc qui était ce passage, parce que ce prêtre-là, pendant toutes les pages du début là, s'occupait de ses enfants avec tellement de douceur. On n'aurait même pas prévu une telle réaction des enfants. Donc je ne m'excuse absolument pas de vous avoir spoilé. Je crois que je me sens un peu coupable quand même, c'est pour ça que j'évoque ma potentielle excuse. Je me sens un peu coupable, mais je tenais à vous lire l'extrait. Parce que quand je pense à respirer, l'une des œuvres qui me vient à l'esprit, c'est Sous l'eau. C'est quelqu'un qui meurt sous des coups de pierre. J'avais plus du tout la scène du salon là. Donc pendant que je lisais la scène du salon, je me disais, ah bon, il est mort au salon? Voilà, il est mort dans un étang, en recevant des coups de pierre, après avoir été bien amoché déjà au salon. Et tu t'imagines, pendant ta lecture, que les 28 enfants qui vont se réveiller là, vont essayer de le sauver et que ce sera la majorité populaire qui va prendre une bonne décision. Que nenni. L'homme est mauvais, c'est vrai, c'est sûr. L'homme est mauvais, c'est vrai, c'est sûr. L'homme est mauvais. Donc le jeu thème numéro 4 s'appelle le passé compliqué. Et pour ce jeu thème, je pense que je vais demander à Guy Bertrand de me poser des questions sur le thème de respirer, en lien avec mon enfance. Quel souvenir d'enfance te revient en tête quand tu penses à une odeur qui semblait rendre l'air plus pur ou plus vivant? Au village de papa. L'odeur de ma grand-mère, c'est Durissimo. Et l'odeur de maman, c'est Chanel numéro 5. Et Chanel numéro 5, c'est pour moi l'odeur de ce que représente maman. L'odeur de l'amour inconditionnel. L'odeur de maman qui sort toute belle. Une longue robe bustier noire. Avec pour seul maquillage un eyeliner. Sans fond de teint. Sans rouge à lèvres. Le soir. Et ce qui l'habille le mieux, c'est ce parfum-là. Elle me confie la maison parce que je suis l'aînée. Donc c'est l'odeur de la confiance, c'est l'odeur du confort, c'est l'odeur de l'amour, c'est l'odeur de la douceur de maman, de sa simplicité. À quoi ressemblait ton expérience de la maladie quand tu étais enfant? Avais-tu déjà des difficultés à respirer comme un rhume, de l'asthme ou autre chose? Non, mais je me souviens que mon Adelph, chers auditoristes, c'est un mot français qui se traduit en anglais par sibling et qui signifie en français enfant d'un de tes parents ou de tes deux parents. Et mon Adelph, quand elle était petit, avait un rhume asthmatiforme et qui aurait pu se transformer en condition d'asthme en fait, en asthme. À cette époque-là d'ailleurs, c'était la veille de l'an 2000. Mon Adelph était malade en décembre 1999. Et elle avait 2 ans et 3 mois avec ce rhume asthmatiforme. Et ça inquiétait tout le monde. Nous avons passé le réveillon de l'an 2000
avec une crevaison. Il y avait une grande fête qui était censée nous attendre au village de papa. Papa avait organisé une immense fête pour le réveillon. Et nous étions à Kribi. Et nous partions de Kribi pour rejoindre papa au village, dans notre résidence secondaire. Et sur la route entre Kribi et le village, notre voiture est tombée en panne. Et c'est une route au Cameroun qui n'est pas du tout safe. Donc il y a des bandits qui sont venus nous demander est-ce qu'on a croisé la police en chemin. Mon Adelph en plus devait avoir une piqûre qui l'attendait à Douala, un truc du genre. Donc le bébé est dans la voiture qui est en souffrance. Là, il fallait qu'on retrouve un médecin à notre retour. Maman a utilisé le bébé comme argument pour toucher le cœur des bandits. Ah, quelle nuit. Te souviens-tu d'un moment où tu t'es émerveillé en observant quelqu'un ou quelque chose respirer comme un animal endormi, un bébé ou même une plante qui bougeait avec le vent? Ma première chienne, Kaline, est décédée quand j'avais 7 ans. Je suis pas très sûre, mais en tout cas, elle avait 7 ans. Mais comme je pense qu'on avait le même âge. Et j'ai appris plus tard, quand j'avais déjà une trentaine d'années, comment est-ce qu'elle est morte. Elle était allée se coucher sous la voiture qu'on avait laissée avec le moteur allumé. On avait oublié la voiture dans le garage avec le moteur allumé. Elle allait se coucher en dessous et elle a avalé les gaz et elle est morte comme ça. Je me suis pas émerveillée ce jour-là. En revanche, moi qui adorais le pain sardine, j'ai arrêté de manger du pain sardine à ce moment-là. Je n'ai plus jamais mangé de sardine de ma vie. J'ai écrit un poème là-dessus qui est disponible dans le podcast Mange tes mots. L'épisode qui est sorti le 25 février 2024 autour de la poétesse Moon Chung-hee. Mon poème s'appelle Le brunch de la mort qui tue et il passe à la 36e minute 33 dans ce balado. J'en profite pour envoyer des bisous à Galatée et Ginkgo du cabaret littéraire Mange tes mots. On va passer au jeu thème numéro 5 qui s'appelle Le futur simple. Je crois que c'est mon jeu thème préféré parce que ça donne l'exercice de concevoir le futur de façon positive. C'est pas un exercice simple. Vous avez vu que mon invité de la semaine dernière n'a pas été hyper doué pour imaginer un futur simple. Le jeu thème numéro 5 t'invite à imaginer un futur où tout va bien pour toi. Tout est génial. Et ce n'est pas simple en fait, quand on est dans le présent dans lequel on est, de s'imaginer un futur où tout va bien. Et je pense pas que ce soit une question forcément de présent dans lequel on est. C'est aussi une question de où est-ce que ton cerveau se trouve en ce moment. En gros, les choses peuvent s'aggraver plus tard dans ta vie. Mais tu seras beaucoup plus heureux ou heureuse que maintenant, où tout est moins grave. La simplicité de ton futur ne veut pas dire forcément que tout ira bien de façon factuelle ou tout ce qui est extérieur à toi fonctionne. C'est que tout ce qui est intérieur à toi est apaisé. Ton cerveau est apaisé. Tu aimes ta vie comme elle est. Tu apprécies tous les moments que tu passes. Tu es enfin réconcilié avec toi-même. D'ailleurs, ça me fait penser à une chanson de Ben Mazué, Les jours heureux. Ben Mazué, c'est un chanteur dont j'adore le talent de parolier. C'est l'une de mes plus grandes inspirations quand j'écris. Dans Les jours heureux, Ben Mazué dit « Rien n'a changé, pourtant tout est bien mieux. Rien n'a changé, c'est le temps des jours heureux. » Et voilà les jours heureux qui se pointent, là je danse et je traîne dans un monde presque parfait qui fait sens, qui me fait du bien, qui me relance. Il en faut peu finalement et rien n'a changé, pourtant tout est bien mieux. Rien n'a changé seulement, c'est le temps des jours heureux. Donc je vais fermer les yeux et je vais imaginer un futur où tout va bien. Je vous invite, mes chers auditrices, à inspirer avec moi par les narines, on va dire en 4 temps. Bloquer, expirer par la bouche en 7 temps. Faites du bien. Fermez les yeux si vous le pouvez, sauf si vous êtes en train de découper les oignons avec un couteau bien tranchant. Je vous emmène dans mon futur simple, futur où tout va bien et où je respire. Première image qui me vient à l'esprit, c'est une respiration interdite aux moins de 18 ans. Ça sent le poisson et j'ai le souffle coupé. Attendez, laissez-moi chasser cette odeur d'abord. Je respire. Je suis avec mes nièces, mes nibblings. Nous pique-niquons avec pour vue le mont Fuji, Fujisan, au Japon. Car c'est effectivement sur ma bucket list d'emmener mes nièces au mont Fuji. Nous sommes dans un petit village. Il y a une étendue d'eau. Le mont Fuji est devant nous.
majestueux. Et nous respirons l'air pur. Il fait beau, il est environ 13-14 heures. Nos vélos sont allongés par terre à côté de nous. Et nous chillons quoi, au bord de l'eau avec le mont Fuji de l'autre côté. C'est le printemps, les cerisiers sont en fleurs. Il n'y a pas grand monde autour, pratiquement personne. Il y a des herbes hautes autour de nous. Ça sent bon la pelouse. Il y a du jus de poire. J'ai envie de jus de poire. Je sens à la fois l'odeur des fleurs, l'odeur de la terre et le parfum, mon parfum préféré que je porte pour les moments les plus magiques de ma vie. Fleur d'oranger de Prada. Là, tout à coup, il y a une de mes nièces qui dit respirer en anglais, sauf qu'elle le prononce breathe. Et moi, du coup, je pense à breathe, mais aussi à briser, to break. Et la chanson qui me vient à l'esprit, et je me mets à la chanter, c'est Breathe de Blue Cantrell peut-être, je sais plus, je suis plus très sûre. Mais I don't have to make up and break up. Na 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 na. Let me breathe. All we do is make up, then break up. Why don't we wake up and see? When love hurts, it won't work. Maybe we need some time alone. We need to let it breathe. Cette chanson parle du fait qu'un couple n'arrête pas de rompre et de se remettre ensemble, alors que avant de se remettre ensemble, il faudrait laisser la relation respirer d'abord. Voilà. Et ça, je suis entièrement d'accord. Don't text your ex. En ce futur simple, je ne sais pas si je suis avec quelqu'un, mais mes personnes préférées sont déjà mes nièces, mes nibblings. So whoever is with me sera toujours une personne aimée parmi plein d'autres. Et je n'aime pas à moitié. Je rouvre les yeux, c'est la fin de ce dernier Je t'aime. C'était l'émission 3 bis d'En attendant la psy de Jogustine. J'étais très heureuse de vous parler, de parler toute seule Ça m'a beaucoup aidé, franchement. Je pensais que ce serait plus triste que ça, mais ça a été très très puissant pour moi d'avoir cette conversation-là, même si je suis toute seule. Je pense que je vais embrasser l'opportunité qu'est ce voyage, qu'est ce retour en France pour les fêtes de fin d'année, comme une grâce, une chance. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à l'année prochaine, si on n'y est pas déjà. Rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Jogustine, où vous pouvez revoir mes passages au Francomédie, au Franco Open Mic, ou les vidéos d'En attendant la psy de Jogustine. Rendez-vous sur Choc FM 105.1. Rendez-vous sur Spotify, Apple Podcast et tous les autres lecteurs de balado que vous utilisez. On se retrouve pour un prochain épisode d'En attendant la psy de Jogustine avec une ou un nouvel invité franco-ontarien, un nouveau thème qui sera tiré au hasard et les mêmes Je t'aime. À bientôt. Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré, vous voici prévenus, veuillez vous éveiller, la sentence est rendue, vous pouvez respirer. La cour de Maracassation vous assigne à la prudence, après délibération du tribunal de grande danse, le monde vous condamne à l'humanité, l'avenir vous dédouane, vous devez respirer. Vous faisiez la sourde oreille lorsque nous chantions à tue-tête de laisser les abeilles butiner sur la planète. Le verdict est tendu, c'est pour l'éternité. La scène est capitale, vous devez respirer. Pas une psy, chut.